Ma femme a hurlé à 4 heures du matin, « Arrête de me fliquer. Je ne t'appartiens pas. » J'ai répondu doucement, « Tu as raison. » Ce fut la dernière conversation que nous ayons jamais eue. Je suis parti cette nuit-là. 6 ans plus tard, elle s'est présentée à l'hôpital pour un rendez-vous de routine et s'est figée lorsque l'infirmière lui a demandé si elle me connaissait. J'ai 36 ans maintenant, je suis célibataire et je travaille comme infirmier en pratique avancée dans un grand hôpital parisien très fréquenté. Il y a 6 ans, j'avais 30 ans, j'étais marié depuis 4 ans et je pensais avoir toute ma vie tracée. Mon ex-femme, Chloé, et moi nous étions rencontrés à l'université. Elle étudiait la communication, moi j'étais en fac de médecine avant de me réorienter. Nous étions ce couple dont tout le monde pensait qu'il durerait toujours. Nous nous sommes mariés juste après la fin de mes études, avons emménagé dans un appartement sympa en banlieue et avons adopté un chien ensemble. Toutes les étapes classiques d'une relation. Pendant les 2 premières années de mariage, les choses allaient vraiment bien. Nous avions nos disputes comme n'importe quel couple, mais rien de grave. On parlait d'acheter une maison, peut-être d'avoir des enfants dans quelques années. Puis elle a obtenu une promotion dans son agence de marketing, nouvelle responsabilité, nouvelle équipe, horaire à rallonge. Je la soutenais, je l'encourageais à accepter. Elle méritait cette reconnaissance. Mais avec la promotion sont arrivés des changements que je n'avais pas anticipés. Elle a commencé à sortir davantage. Les afterwork avec les collègues se sont transformés en dîners tardifs, en week-end de team building et en conférences professionnelles nécessitant de découcher. Au début, je n'y pensais pas trop. Sa carrière décollait et j'étais fier d'elle. Mais vers le 3e mois de son nouveau poste, j'ai commencé à remarquer de petits détails. Elle rentrait à minuit ou plus tard, sentant parfois l'alcool et la cigarette, alors qu'elle n'avait jamais fumé. Son téléphone était toujours posé face contre table. Son mot de passe avait soudainement changé. Elle prenait ses appels dans une autre pièce en fermant la porte derrière elle. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient de plus en plus vagues. Juste du boulot. Tu ne comprendrais pas le projet. C'est compliqué. J'ai essayé d'aborder le sujet doucement, j'ai l'impression qu'on ne se parle plus. Comme si tu étais ailleurs même quand tu es là. Elle se mettait immédiatement sur la défensive, je travaille dur. Désolé si ce n'est pas assez pour toi. Je ne dis pas que ce n'est pas assez. Je dis que tu me manques. Que nous me manquons. Peut-être que si tu n'étais pas aussi collant, tout irait bien. Ce mot m'a piqué au vif. Collant. Pour avoir voulu passer du temps avec ma femme. Pour avoir voulu savoir ce qui se passait dans sa vie. Ce schéma a continué pendant des mois. Je restais éveillé à l'attendre. Elle rentrait en trébuchant après minuit, me frôlait sans un mot et s'enfermait dans la salle de bain pendant 20 minutes. Certains soirs, elle ne rentrait pas du tout, m'envoyant un SMS vers 2 heures du matin pour dire qu'elle dormait chez une collègue parce qu'elle avait trop bu. Je voulais la croire. Vraiment. Mais mon instinct hurlait que quelque chose n'allait pas. Environ 8 mois après sa promotion, je n'en pouvais plus. C'était un vendredi soir, il était presque 4 heures du matin et elle n'était toujours pas rentrée. Elle avait envoyé un message à 23 heures disant qu'elle serait en retard. Puis plus rien pendant 5 heures. Aucune réponse à mes appels ou messages. Elle est finalement entrée à 3h47. J'étais assis dans le salon, incapable de dormir, faisant les 100 pas depuis des heures. Où étais-tu, ai-je demandé, essayant de garder une voix calme. De sortie avec l'équipe. Je te l'ai dit. Tu as dit que tu serais en retard. Pas que tu serais parti toute la nuit. Ce n'est pas toute la nuit. Il est à peine 4 heures. Tu ne pouvais pas envoyer un message? Pas appeler? Elle a laissé tomber son sac à main sur le comptoir, a enlevé ses talons. Je n'avais plus de batterie. Tu ne pouvais pas emprunter le téléphone de quelqu'un? Trouver un chargeur? Oh mon Dieu! C'est reparti pour l'interrogatoire. Je ne t'interroge pas. Je demande pourquoi ma femme n'est pas rentrée et n'a pas communiqué pendant 5 heures. Parce que je m'amusais. Parce que je prenais du bon temps pour une fois au lieu de rentrer ici pour ça. Pourquoi? Pour ton mari qui s'inquiète pour toi. Elle a ri, un rire amer et tranchant. Inquiet, c'est ça? Tu veux dire contrôlant? En quoi vouloir savoir si tu es en sécurité est-il contrôlant? Tu fais toujours ça.
Tu me fais toujours culpabiliser d'avoir une vie en dehors de toi. Tu restes assis là à m'attendre comme un pauvre type. Elle s'est arrêtée. Comme un pauvre type quoi? Rien. Laisse tomber. Non, dis-le. Tu allais m'insulter, alors vas-y. Tu m'étouffes, a-t-elle crié. Tous les jours t'es où, tu fais quoi, quand est-ce que tu rentres? Je ne peux plus respirer. Je te demande ces choses parce que tu n'es plus jamais là. Parce que tu as complètement changé et que tu refuses de me dire ce qui se passe. Il ne se passe rien. Je travaille. Je construis une carrière. Désolé si ce n'est pas assez excitant pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? La question est restée suspendue dans l'air. Elle s'est figée complètement. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vois quelqu'un? Son visage s'est tordu en quelque chose entre la rage et le dégoût. Incroyable. Tu m'accuses vraiment de te tromper. Je pose la question. Il y a une différence. Non, tu m'accuses. Tu es planté là à 4 heures du matin à agir comme si je t'appartenais. Comme si je te devais une explication pour chaque seconde de ma journée. Arrête de me fliquer. Je ne t'appartiens pas. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de manière dramatique, pas avec colère, juste une rupture silencieuse comme un fil trop tendu depuis trop longtemps. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je ne te possède pas. Je n'ai jamais voulu te posséder. Je voulais juste une partenaire qui se souciait assez de moi pour rentrer à la maison ou au moins appeler. Elle m'a fixé et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose de vrai, qu'elle allait me parler comme avant. Mais son expression s'est durcie à nouveau. Je vais me coucher. Je travaille demain matin. Elle est passée devant moi vers la chambre. Je suis resté là dans le salon alors que le soleil commençait à se lever dehors et j'ai réalisé quelque chose. C'était fini. Pas de colère. Fini. Pas de vengeance. Fini. Juste épuisé. Vide. Fini. Je suis allé dans la chambre pendant qu'elle était dans la salle de bain. J'ai préparé un sac de sport avec des vêtements, mes affaires de toilette, mon ordinateur portable. J'ai pris mon badge de l'hôpital et mes clés. Je suis parti alors qu'elle était toujours derrière la porte verrouillée de la salle de bain. Je n'ai pas laissé de mots. Pas envoyé de SMS. Je suis juste parti. Première mise à jour, j'ai dormi chez un ami, Julien, cette première nuit. J'ai dormi peut-être 2 heures. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués et environ 30 SMS de sa part. Il suivait un schéma prévisible. Les premiers, où es-tu allé? T'es sérieux là? Tu es ridicule. Le lot du milieu, ok, j'ai compris le message. Rentre qu'on puisse parler. Je suis désolé d'avoir crié mais tu ne peux pas partir comme ça. Les derniers, très bien, fais comme tu veux. Je m'en fiche. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Julien, que je connais depuis la fac, a fait du café et a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai fait la version courte. Il avait rencontré ma femme quelques fois lors de soirées. Il avait toujours dit qu'elle semblait gentille mais distante. Tu penses qu'elle te trompe, a-t-il demandé. Ouais, je le pense. Tu veux en avoir le cœur net? J'y ai réfléchi. Est-ce que je voulais savoir? Est-ce que ça changerait quelque chose? J'étais déjà parti. J'avais déjà décidé que c'était fini. Avais-je besoin d'une confirmation pour le justifier? Non, ai-je finalement dit. Ça n'a pas d'importance. Même si ce n'est pas le cas, elle est déjà partie. La personne que j'ai épousée a disparu il y a des mois. Je suis resté chez mon ami pendant une semaine, puis j'ai trouvé un studio plus près de l'hôpital où je travaillais. J'ai demandé le divorce 2 semaines après mon départ. Un huissier lui a remis les papiers à son travail, ce n'était pas mon intention de l'humilier mais je ne contrôlais pas ce détail. Elle m'a appelé immédiatement après les avoir reçus. J'ai décroché cette fois-là. Tu te fous de ma gueule? Sa voix était perçante, paniquée. Tu divorces pour une dispute? Pour des mois où tu as disparu? Parce que tu me traites comme si j'étais le problème juste parce que je m'inquiète? Pour tout ce que tu as fait et dont tu ne peux pas me parler. Je n'ai rien fait. Alors pourquoi tu ne pouvais pas rentrer?
Pourquoi tu ne pouvais pas répondre au téléphone? Pourquoi tu t'es enfermé dans la salle de bain pendant 20 minutes à 4 heures du matin? Silence. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Si tu fais ça, c'est fini pour toujours. Tu comprends ça? C'est un peu le but du divorce. Tu vas le regretter. Quand tu seras seul et que tu réaliseras que tu as jeté 4 ans de mariage à cause de ta propre insécurité, tu le regretteras. Peut-être, mais je regretterai davantage de rester. J'ai raccroché. Elle a essayé de rappeler plusieurs fois. J'ai bloqué son numéro. Le divorce a été prononcé 4 mois plus tard. Elle n'a pas contesté, ne s'est battue pour rien. Nous avons partagé nos maigres biens. Elle a gardé le bail de l'appartement. J'ai pris le chien puisqu'elle ne s'était jamais vraiment attachée à lui de toute façon. Une rupture nette légalement parlant, mais émotionnellement, ça a pris plus de temps. Deuxième mise à jour, au cours des 2 années suivantes, je me suis jeté dans le travail, j'ai pris des gardes supplémentaires, je me suis porté volontaire pour les pires horaires, j'ai suivi des formations additionnelles. L'hôpital est devenu ma vie. C'était plus facile que de gérer les conséquences d'un mariage raté, plus facile que les rendez-vous galants, plus facile que d'examiner ce que j'aurais pu faire différemment. J'ai appris par des amis communs qu'elle avait tourné la page rapidement. Elle a commencé à s'afficher publiquement avec quelqu'un de son bureau environ 3 mois après le divorce. Ils se sont fiancés dans l'année. Je n'ai rien ressenti en apprenant ça. Pas de colère, pas de sentiment de vindicte, rien. Juste un sentiment distant de « ouais, c'est logique ». J'ai eu quelques rendez-vous sporadiques. Rien de sérieux. Les conversations du premier rendez-vous menaient toujours à « alors, pourquoi ton mariage a-t-il fini ?» Et je n'avais jamais de bonne réponse qui ne me fasse pas paraître amère ou qui ne la fasse pas passer pour un monstre. Je disais généralement juste « on s'est éloigné », ce qui était assez vrai. L'hôpital me tenait occupé. J'ai gravi les échelons, je me suis impliqué dans la formation du nouveau personnel, j'ai trouvé un sens à mon travail. Les patients se fichent de votre vie personnelle. Ils ont juste besoin que vous soyez compétent et présent. Je pouvais faire ça. 4 ans après le divorce, j'étais dans une bonne passe. J'avais une routine, un travail qui me tenait à cœur, des amis que je voyais régulièrement. Je ne cherchais pas de relation, mais je n'y étais pas opposé non plus. J'existais simplement dans cet entre-deux confortable et stable. Puis la 6e année est arrivée. 3e mise à jour, c'était un mardi après-midi, jour de consultation de routine. Je voyais des patients au centre de soins ambulatoires de l'hôpital, suivant un planning typique. Suivi post-opératoire, ajustement de traitement, rien d'inhabituel. L'infirmière m'a appelé vers 14 heures. On a une patiente sans rendez-vous qui a besoin d'une prise de tension rapide et d'un certificat d'aptitude signé. Tu peux la caser. Bien sûr, installe-la en salle 3. J'ai attrapé la tablette avec son dossier d'admission, j'ai jeté un coup d'œil au nom et je n'ai absolument rien ressenti. C'était un nom assez commun. Ça n'a même pas fait tilt. Je suis entré dans la salle d'examen, les yeux sur la tablette, lisant ces informations. Bonjour, je vais juste vérifier votre tension rapidement. Et j'ai levé les yeux. Elle était assise sur la table d'examen, figée, le visage complètement blanc, me fixant comme si elle avait vu un fantôme. J'ai senti mon cerveau court-circuiter pendant environ 3 secondes. Puis la formation professionnelle a pris le dessus. J'ai gardé une expression neutre, une voix égale. Bonjour. Prenons vos constantes. Elle a retrouvé sa voix, tremblante et petite. Je ne savais pas que tu travaillais ici. Ça fait 6 ans maintenant. L'infirmière est entrée, joyeuse et inconsciente, enroulant le brassard autour de son bras. Vous deux vous connaissez? J'ai croisé le regard de mon ex-femme. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour être inconfortable. On se connaissait, ai-je dit finalement. L'infirmière, bénie soit-elle, a senti la tension et s'est dépêchée de faire la lecture. 120/78. Parfaitement normal. Je vous laisse terminer. Elle est sortie. La porte s'est fermée. Nous étions seuls dans la petite salle d'examen. Mon ex-femme a parlé la première. Je n'avais aucune idée que tu travaillais ici. Le cabinet de mon médecin est dans ce bâtiment et ils ont dit que je pouvais obtenir le certificat en bas au lieu de reprendre rendez-vous. C'est bon.
Je peux signer ça. Comment vas-tu? J'ai failli rire de l'absurdité de la question. 6 ans de silence et c'est par ça qu'elle commence. Bien. Je vais bien. Je me suis marié, j'ai eu un bébé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai besoin de ce formulaire pour l'inscription à la crèche. J'ai hoché la tête, en train d'assimiler l'info. Elle était mariée, avait un enfant, avait complètement refait sa vie. Félicitations, ai-je dit, et je le pensais. Pas de sarcasme, pas d'amertume, juste un constat. Elle avait l'air de vouloir en dire plus, ouvrait la bouche puis la refermait. Finalement, je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées, de la façon dont je t'ai traité. J'ai posé la tablette. Ok, c'est tout. Juste ok. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'était il y a 6 ans. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Je sais, mais j'ai pensé à te contacter tellement de fois. J'ai pensé à m'excuser. J'ai été horrible avec toi. Tu méritais mieux. Ouais, c'est vrai. Elle a tressailli. Je voyais quelqu'un pendant tout ce temps, ces derniers mois. Tu avais raison. J'ai repris la tablette, commencé à remplir le formulaire. Je sais. Comment tu savais? Parce que je ne suis pas idiot. Et parce que tu viens de le confirmer. C'est lui? Non. Je ne l'ai pas épousé. Ça s'est effondré environ 1 an après notre divorce. J'ai épousé quelqu'un d'autre. Quelqu'un de mieux. Tant mieux pour toi. Tu vois quelqu'un. Ce n'est pas vraiment pertinent pour ce rendez-vous. Elle s'est tue. J'ai fini le formulaire, l'ai signé, l'ai imprimé. Tout est bon. Le formulaire est valable 90 jours. Elle l'a pris, les mains tremblant légèrement. Merci. Je me suis dirigé vers la porte, sourire professionnel en place. Prends soin de toi. Attends. Je me suis arrêté, la main sur la poignée. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut parler? Vraiment parler. Peut-être prendre un café ou autre. Je me suis retourné vers elle. Je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. Elle avait vieilli. Évidemment, 6 ans font ça, mais plus que ça, elle avait l'air fatiguée, usée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le fait d'avoir un bébé et tout à voir avec le fait de porter une culpabilité. Pourquoi, ai-je demandé? Parce que je te dois de vraies excuses, une vraie explication. Parce que je porte ça depuis 6 ans et j'ai besoin de... De quoi? T'absoudre? Te sentir mieux? Tourner la page? J'ai failli rire à nouveau. J'ai tourné la page il y a 6 ans quand je suis parti. Je vais bien. S'il te plaît, juste une conversation, 30 minutes. J'aurais dû dire non. J'aurais dû sortir. Maintenir la limite. Garder ma vie séparée de ce chapitre. Mais quelque chose dans son désespoir, ou peut-être ma propre curiosité, m'a fait marquer une pause. D'accord. Une conversation. Il y a une cafétéria dans le hall. 20 minutes. C'est tout ce que je peux t'accorder. 4e mise à jour, nous nous sommes assis à la cafétéria de l'hôpital. 2 étrangers avec une histoire commune. Un café qu'aucun de nous ne voulait vraiment refroidissait entre nous. Elle a commencé à parler avant même que je puisse m'installer sur ma chaise, comme si elle retenait ça depuis des années et que le barrage avait finalement cédé. Il s'appelait Nicolas. C'était mon patron, celui avec qui je couchais. Ça a commencé environ 2 mois après ma promotion. Il était charmant, faisait attention à moi, me donnait l'impression d'être importante. Je sais comment ça sonne. Je sais que c'est un cliché, mais quand tu fais des semaines de 70 heures et que ton mari dort quand tu rentres, quand quelqu'un te donne l'impression d'être vu. Je te voyais, ai-je dit doucement. Jusqu'à ce que tu arrêtes de me laisser faire. Elle a hoché la tête, les larmes commençant à couler. Je sais. Je sais que tu le faisais. Je me suis éloigné de toi parce que la culpabilité me rongeait. Chaque fois que tu demandais où j'étais ou quand je rentrerais, j'avais l'impression que tu lisais en moi. Alors, je devenais défensive, je te repoussais, je te reprochais de t'inquiéter. Je te faisais passer pour un fou, comme si c'était toi le problème. Tu n'as jamais été le problème. C'était moi.
J'étais égoïste et lâche. Et j'ai détruit la meilleure chose que j'avais parce que j'étais trop faible pour être simplement honnête. J'ai bu une gorgée de café, je l'ai laissé continuer. Cette nuit-là, la dispute de 4 heures du matin, j'étais avec lui. Nous avions eu ce grand événement professionnel, et après, un groupe est allé au bar d'un hôtel. Tous les autres sont partis vers minuit. Nous sommes restés, on est monté dans sa chambre. Je m'étais menti à moi-même pendant des mois en disant que c'était juste émotionnel, juste de l'amitié. Mais cette nuit-là, je n'ai pas besoin des détails. D'accord. Désolé. Quand je suis rentré et que tu as demandé où j'étais, j'ai paniqué, je me suis mise en colère au lieu d'être honnête. Et quand tu as demandé s'il y avait quelqu'un d'autre, j'aurais pu juste dire oui. J'aurais pu en finir là avec un peu de dignité, mais je me suis enfoncé dans le mensonge à la place. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Elle a essuyé ses yeux. Parce que mon psy dit que je ne peux pas avancer tant que je n'affronte pas ce que j'ai fait. Parce que mon mari est au courant pour toi, mais pas de la vraie histoire. Parce que j'ai une fille maintenant, et la pensée que quelqu'un la traite comme je t'ai traité me rend malade. Ton mari ne sait pas que tu as trompé ton ex? Il sait que le mariage c'est fini. Il ne sait pas pourquoi. Je lui ai dit qu'on s'était éloigné. J'ai secoué la tête. Tu devrais lui dire. Il mérite de savoir qui il a épousé. Ce n'est pas juste. Je ne suis plus cette personne. Peut-être pas, mais il devrait quand même savoir. Qu'est-ce qui se passe s'il l'apprend d'une autre manière? Si un ancien collègue en parle? Tu penses que ça se passera mieux? Elle a baissé les yeux vers son café. Tu as raison. Je sais que tu as raison. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute. J'ai regardé ma montre. Je dois y retourner. Merci de m'avoir écouté. Je sais que je ne le mérite pas. Je me suis levé. J'espère que tu auras une belle vie. J'espère que tu es meilleur avec lui que tu ne l'as été avec moi. Et j'espère que ta fille n'aura jamais à apprendre ces leçons à la dure. Est-ce que tu me détestes? J'y ai réfléchi. J'ai vraiment considéré la question. Non. Je t'ai détesté pendant un moment, mais surtout, je ne ressens plus rien. Tu es une étrangère qui a été importante autrefois. C'est tout. Je suis parti, j'ai jeté mon café intact à la poubelle et je suis retourné travailler. J'ai vu 4 autres patients cet après-midi-là. Je suis rentré dans mon appartement calme, j'ai nourri mon chien, préparé le dîner, regardé la télé, je suis allé au lit. Normal, stable, sans complications. Dernière mise à jour, c'était il y a 8 mois. Je ne l'ai ni vu ni entendu depuis. Je ne m'y attends pas. L'hôpital est assez grand pour qu'il faille le vouloir pour se croiser à nouveau. J'ai un peu réfléchi après cette conversation, j'en ai parlé à mon propre psy, j'ai assimilé le tout, et j'ai réalisé qu'aussi fort qu'elle m'ait blessé il y a 6 ans, j'avais véritablement tourné la page. La revoir n'a pas rouvert de vieilles blessures, ça m'a juste rappelé pourquoi j'étais parti. J'ai commencé à sortir sérieusement avec quelqu'un il y a environ 4 mois. Je l'ai rencontrée par un ami. Elle est institutrice, elle a sa propre vie et ses propres centres d'intérêt. On se voit 2 fois par semaine, on s'envoie des messages tous les jours, on prend notre temps. Elle est au courant du divorce, connaît l'histoire de base, ne pousse pas pour des détails que je ne suis pas prêt à partager. La semaine dernière, elle m'a demandé si j'envisagerais de me remarier un jour. Je lui ai dit honnêtement, peut-être avec la bonne personne, mais pas avant longtemps. Elle a dit que c'était juste, qu'elle ressentait la même chose. Pas de pression, pas de précipitation, juste 2 personnes qui avancent ensemble. C'est ce que ça aurait dû être la première fois. 2 personnes qui avancent ensemble. Pas une personne qui ment et l'autre qui perd doucement la tête en essayant de tout faire tenir. J'ai entendu par le même réseau d'amis communs que mon ex-femme a fini par avouer son infidélité passée à son mari actuel. Il l'a apparemment mal pris. Ils sont allés en thérapie de couple et ils essaient de surmonter ça. J'espère sincèrement qu'ils y arriveront. J'espère qu'elle a appris quelque chose de ce qu'elle nous a fait à tous les 2. Le chien est toujours avec moi. 13 ans maintenant. Le museau gris, mais heureux. Honnêtement, c'est la meilleure chose qui soit ressortie de ce mariage. Le travail est toujours bon, toujours épanouissant, me tient assez occupé pour que je ne passe pas trop de temps à ressasser le passé. Et c'est vraiment la fin de l'histoire.
Parfois, la conclusion n'est pas dramatique. Parfois, c'est juste une conversation de 20 minutes dans la cafétéria d'un hôpital où tu réalises que la personne qui t'a détruit n'a plus aucun pouvoir sur toi. Où tu peux la regarder et ne rien ressentir d'autre qu'une légère curiosité et un soulagement d'être parti quand tu l'as fait. Elle voulait une absolution que je ne pouvais pas lui donner. Elle voulait que je dise que c'était bon, que je lui pardonnais, qu'on pouvait se quitter amis, mais je ne lui dois pas ça. Je ne lui dois rien. Le fait que je ne la déteste pas est déjà un cadeau suffisant. Je suis parti il y a 6 ans à 4 heures du matin avec un sac de sport et le cœur brisé. J'ai quitté un mariage qui était déjà fini. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pas parce que ça a mené à une transformation incroyable ou à une vengeance ou à une nouvelle vie parfaite, mais parce que ça a mené à la paix. Au fait de se réveiller chaque matin sans se demander où est sa partenaire ou si elle ment. À construire une vie qui est authentiquement la mienne, pas une performance soigneusement maintenue pour quelqu'un qui a cessé de s'en soucier. C'est la leçon, je suppose. Parfois, on n'obtient pas de conclusion théâtrale. Parfois, on a juste le droit de partir et de construire quelque chose de mieux. Et 6 ans plus tard, quand le fantôme de votre passé apparaît dans une salle d'examen, vous pouvez le regarder et réaliser que vous allez parfaitement bien. Qu'elle est juste une autre patiente ayant besoin d'un formulaire signé. Que la personne qui avait autrefois le pouvoir de vous dévaster n'est plus que quelqu'un que vous connaissiez. Et ça suffit.